Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ce soir, on se retrouve pour l'émission Parlons 100% Business. Et comme convenu, on retrouve notre président fondateur, Gédéon Aucroux, qui a créé, un petit bug, qui a créé l'école politique africaine. Donc, on va l'accueillir. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, enfin que la semaine commence bien, que le week-end s'est bien passé. Gédéon, bonsoir. Bonsoir Fatim, comment tu vas? Ça va et toi? Très bien, bonsoir à tous. Bon. Eh ben, moi, je suis contente de te recevoir ce soir. C'est vrai que on ne connaît pas forcément EPA, ou on connaît, mais on ne sait pas trop comment ça se fait, comment ça se passe. On ne sait pas qui est derrière tout ce grand projet. Donc, ce soir, le fait de te rencontrer, ça va illuminer un peu nos questions. Donc, voilà. Je t'entends en découpé, mais je t'entends quand même. Ah, Un petit mince. découpé, un petit robot. Ok. Ouais, mais je t'entends quand même. J'essaie de déchiffrer tes mots. Ça va, ça passe. Ok, du coup, je vais essayer de parler plus lentement. Comme ça, au moins, tu ne perdras pas forcément les mots. Donc, bonsoir à ceux qui sont en train de nous rejoindre. Ce soir, on est avec Gédéon Aucroux, qui est le président fondateur de École politique africaine. L'école politique africaine qui se trouve à Paris aujourd'hui, mais qui a de très grandes ambitions et surtout qui a été faite par un Africain pour des Africains. Vous allez voir que ce projet-là, l'histoire derrière le projet est très intéressant. Donc, je vous invite à partager le live et surtout à être très, très, très attentif. Gédéon, on va commencer light. Très bien. Light, ça veut dire présente-toi, dis-nous qui tu es. C'est jamais facile de se présenter, mais effectivement, je suis Gédéon Aucroux, originaire de la Côte d'Ivoire. Originaire de Côte d'Ivoire. Venu de l'Ouest, donc je suis de Guibérois. Je suis bété, on va dire, entre guillemets, parce qu'on parle un petit peu d'ethnie en Côte d'Ivoire, je suis bété. Et je suis arrivé ici très jeune, voilà, et quoi d'autre? Et je suis arrivé très jeune ici en France, et j'ai eu tout d'abord une carrière de footballeur, et ensuite je me suis engagé dans l'animation, et ensuite j'ai fait beaucoup d'événements, donc des concerts. Je suis parti faire des concerts en Bretagne. J'ai fait un peu de politique lors de la crise ivoirienne. Ensuite, j'ai monté ma chaîne de télévision, donc Web TV, qu'on appelle Def News. Et ensuite, j'ai eu l'idée de EPA, donc de l'école politique africaine, donc une école dédiée à la formation des leaders politiques. Donc voilà, en quelques petits résumés qui je suis, tout simplement. Et je suis aujourd'hui le président de l'école politique africaine, qui est, comme j'ai dit, une école dédiée à la formation des leaders politiques dans un paradigme africain, simplement. Ok. Donc, pour résumer un petit peu ton parcours, tu es un homme à projet. Donc, tu es ivoirien, tu es arrivé ici assez jeune, à supposer que tu as fait tes études ici. Tu as monté pas mal de projets. Et on en est aujourd'hui au projet de... Est-ce que c'est l'ultime projet ou est-ce que EPA est amené à grandir et voué à plus de choses? Alors, je pense que c'est vrai, on va dire l'ultime projet pour le moment, mais on ne sait jamais ce qui peut arriver derrière, et on peut avoir encore d'autres idées. Mais c'est vrai, pour moi, c'est l'ultime projet. C'est le projet de mon parcours, en fait. C'est le projet qui symbolise mon parcours. Et c'est le projet qui, je pense, va m'amener vers d'autres projets. Parce qu'en fait, quand on rentre un petit peu dans le milieu de la politique, même de l'enseignement, on a plein de portes dans lesquelles on a plein de portes qui s'ouvrent à soi et dans lesquelles on peut rentrer. Ça peut être un projet tremplin, on peut arriver à autre chose. Pourquoi pas? Pourquoi pas, hein, je le dis maintenant en live comme ça. Pourquoi pas, vu que former les futurs leaders politiques, c'est bien. Mettre en place une institution de formation de politiciens, c'est bien. Et à un moment donné, je pense que moi, je me dis au fond de moi-même qu'à un moment donné, il faut aller peut-être sur le terrain soi-même aussi. Il ne faut pas seulement se contenter de l'école, il faut aussi aller gérer sa cité, proprement dit. Donc, des fois, j'y pense. Je me dis, ouais, pourquoi pas retourner au village et gérer mon petit village tranquillement. Voilà. Tu es très, très engagé. Et ce que j'aime, c'est que tu dis,
que le EPA, en fait, donc École politique africaine, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, c'est le projet, c'est ton parcours, c'est ton histoire. C'est vrai. Est-ce que tu peux rentrer un peu plus en détail, qu'on puisse comprendre, en fait, parce que tu as ouvert une école politique africaine pour former des leaders de l'Afrique de demain. Mais à quel moment cette idée t'est venue? Parce que, comme tu disais, tu as fait de la politique quand on a eu la crise en Côte d'Ivoire. C'était 2014, c'est ça? Non, c'était en 2000, en 2000, 2001-2000. Et 2001, peut-être 2000. un peu bien avant, parce que ça, la crise a commencé bien avant, mais ça a Mhm. vraiment explosé en 2000-2001. D'accord. Et qu'est-ce qui a déclenché, en fait, cette envie de créer cette école? Alors, comme tout à l'heure, je disais, c'est mon parcours de vie, mon Mhm. parcours qui m'a amené, en tout cas, à la création de cette école. Tout d'abord, mon départ en lui-même de la Côte d'Ivoire très jeune a été un acte symbolique, Mhm. politique, parce que quand on est bien chez soi, quand on est jeune, enfant au village, on vit, on est soucieux de rien en fait, on est innocent, on vit bien, on se soucie même pas de savoir ce que pensent les adultes, on vit avec eux, Mhm. puis on est bien, puis on se fait gérer parce on est enfant. Et puis subitement, on me dit, il faut que tu ailles en France. Il faut que tu laisses ta grand-mère qui t'a éduqué pour aller rejoindre ton père en France, à Paris. Alors moi, aller à Paris, c'était pas du tout mon rêve. Mon rêve à moi, c'était de rester près de ma grand-mère et de grandir au village. Et on te dit non, il faut que tu ailles à Paris. Et c'est vrai, Paris, l'Europe, l'Occident, on voyait ça de l'écran au village. Là, tout le monde se mettait devant le petit écran au village de Mhm. l'homme le plus riche du village qui avait un écran. Donc on venait chez lui regarder l'Europe d'un écran. Moi, ça ne me parlait pas. Les MacGyver, les Rick Hunter et les Dallas et autres, ça ne me disait rien. Donc je ne voulais pas partir. Et j'étais contraint à partir. Et quand j'étais contraint à partir, ça a été pour moi très bouleversant de quitter mes terres. Et arriver en France, j'étais pas du tout, je voulais pas m'intégrer en fait. Je voulais pas, Mhm. j'ai pas accepté mon arrivée. Et pour moi, ça a commencé là en fait. L'idée de EPA a vraiment commencé là, quelque part sans que je le sache en fait. Et, comment dire, après je me suis adapté. J'ai eu une jeunesse un peu, on va dire, perturbée par rapport à ce départ de mon pays. Donc je me Mhm. questionnais énormément. Je me posais beaucoup de questions du pourquoi est-ce que je suis venu ici en fait. C'est Mhm. quoi l'objectif? Qu'est-ce que je fais là en fait? Pourquoi est-ce que j'ai quitté mon village pour venir ici? Donc cette Mhm. question me parlait énormément. Et je me disais un peu plus grand, dans mes 12-13 ans, qu'il fallait absolument pas que je perds mes repères, que je perde mon identité africaine. Et c'est vrai, quand on arrive, moi j'ai grandi au village, donc je parlais ma langue maternelle, paternelle, et puis je parlais ma langue maternelle d'une façon moliérée. Donc j'avais les grands mots de Molière, j'avais l'accent gros accent, BT. Et mon père il dit non, mais toi, ton accent il est un peu villageois, il faut que tu te calmes un peu. Il faut pas trop Ouais. parler BT, il faut que tu t'adaptes. Et moi, ça m'avait frustré. J'ai dit, mais non, faut que je garde ça. Et au fur et à mesure, je m'adaptais quand même, parce que bon, il faut le faire. Mais ça me travaillait quand même. Mhm. Et pour moi, ce moment-là est très fort, en fait. C'est un acte politique. Je ne veux pas euh, être absorbé par un paradigme qui n'est pas le mien. Moi, je suis un Mhm. petit villageois. Mhm. Bernard, Catherine, les petits blonds, les petits rouquins, je ne les connais pas. Mais je veux pas être absorbé par leur paradigme totalement. Je veux Mhm. bien m'adapter, mais pas être absorbé. J'ai Yeah. pas envie. Et, euh, et voilà. Donc ça, c'était vraiment moi, comment dire, ma pensée, c'était quelque chose que je Mhm. m'étais fixé comme règle. Mhm. Ne te laisse jamais absorber et toujours un œil ou bien ton cœur posé ou ton esprit euh, dirigé vers ton pays et ton village. Donc j'ai Mhm. grandi comme ça. Et puis ensuite, je joue au football comme tout le monde un peu. J'étais assez bon. Et puis je suis rentré en fait j'ai décidé d'aller m'entraîner comme ça un jour pendant plus de 2 mois pour aller me faire détecter dans un club de foot qu'on appelle le CFFP. Ceux qui Mhm. sont du côté de Orly, de Vitry, de Paris 13e connaissent bien ce club. Donc, le CFFP, Centre de formation de football de Paris, qui n'est pas le PSG, attention, c'est pas le PSG non plus. Mais à 12 ans, 12-13 ans, je suis allé me faire détecter dans ce club. Et j'étais très bon, j'étais confiant. Je m'étais entraîné fortement pendant plus de 3 mois ou 2 mois pour Mhm. réussir mon test et rentrer dans ce club. Mhm. Et
J'arrive sur le terrain, je me fais recruter, je me fais détecter, enfin, je me fais juste détecter. On dit, joue, allez-y, jouez, Gédéon, je joue. Et il me dit, ah non, ça c'est bon, on te prend, vous êtes recruté, vous êtes détecté, mettez-vous sur le côté. Je dis, ok, c'est bon, je suis pris. Et là, pour moi, c'était très important. On m'a repéré, en fait. On me donne de la valeur. Je joue au foot pendant plus de 3 ans. Donc, je joue à haut niveau, donc DH, national moins de 13, national moins de 15. Donc, c'est le haut niveau, en tout cas, quand on a 13, 14 ans, 15 ans, 16 ans. National, c'est le haut niveau. C'est le haut niveau. On joue avec Bordeaux, Marseille, des grands clubs. Et on était très bien. Et on était entraîné par des CRS. C'est très important, ça fait partie de l'histoire de PA, par des CRS. Et bon, nous, on était un peu du quartier, on était un peu avec les mœurs anti-police, anti-CRS et tout. Mais notre passion nous a amené à nous approcher en tout cas des gens de la police, qui nous entraînaient de manière très militaire, ce qui faisait qu'on arrivait à monter très facilement les paliers au niveau du football, jeunes déjà. Ils étaient très organisés, très bien organisés. Et puis bon, voilà. Et après, je me blesse, donc j'arrête le foot. Et puis, ben, je décide de voyager en Thaïlande. Je fais du commerce. Je reste là-bas pendant un petit moment avec un frère. Je fais du commerce. Après, je rentre en France et je m'investis dans les concerts. Donc, je vais en Bretagne, je fais des concerts. Je fais la promotion d'artistes en Bretagne. Mais bien avant, j'étais animateur pour la ville de Vitry. Donc, j'étais animateur. J'ai fait de l'animation pendant un petit moment, pendant peut-être même 3 ans, je crois. Et je décide d'un coup d'aller en Bretagne pour faire des concerts. Et donc, je fais des concerts, mais j'étais très attiré par l'élévation des gens dans leurs compétences. Ouais. Je suis quelqu'un, j'aspire, j'aime élever, enfin, j'ai une volonté à vouloir promouvoir les gens, à vouloir mettre les gens en avant, à vouloir pousser les gens à démontrer leurs compétences, leurs qualités, à pouvoir permettre aux gens d'identifier leurs forces et de la mettre en avant, de la travailler et de la mettre en avant. Donc, le concert, moi, j'ai fait des mini-concerts avec les gens de la ville. Donc, j'étais à Laval, Rennes, des mini-battles, des chanteurs, des rappeurs, des danseuses, des clowns, toutes les personnes qui avaient de la compétence, je les faisais monter sur scène. Des petits concerts à 50 personnes, 100 personnes. Et je suis arrivé à faire des grands concerts avec donc, des artistes connus. Hein, donc, Seth Gecko à l'époque, Seth Gecko, 113, Mafia africaine, en Bretagne, à Saint-Brieuc, un peu partout. Et puis, ben, là-bas, je croise un cousin à moi, il y a la crise ivoirienne, je croise un cousin, ça ne va pas au pays, il faut qu'on agisse. Je dis, ben, moi, je suis promoteur de spectacle et tout, je suis dans l'association, je me parle de politique, il dit, non, le pays n'est pas bien, et tout. Je dis, ouais, j'ai vu, je suis au courant. Il me dit, il faut qu'on fasse de la politique. Il dit, mais comment? Il me dit, non, toi, tu me coaches. Toi, tu as quelque chose, tu aimes bien mettre les gens en avant, je veux que tu me coaches. Yes. Je dis, ah ouais, je veux te coacher, mais en quoi? Pourquoi faire? Il dit, j'ai envie de devenir politicien. Ça me parle, j'ai envie d'apporter une valeur ajoutée à mon pays. Il me dit, regarde le pays, il est divisé en deux, il y a la guerre, c'est tout, c'est pas. Je lui dis, écoute, moi, si tu veux que je te coach pour l'amour du pays, et là, le flashback de mon enfance revient, l'amour du pays. Oui, bien sûr. Je te coach, je vais t'accompagner. On va monter ensemble un projet où on va se dire que dans 10 ans, il est possible que tu sois chef d'État de la Côte d'Ivoire. C'est ambitieux. Lui me dit, mais t'es sérieux? Je dis, ouais, il faut qu'on aille au haut niveau. Si tu veux changer le pays, ben, il faut qu'on se prépare dans 10 ans pour que toi, tu sois demain un leader charismatique, capable d'aller prendre le pouvoir. Il me dit, pourquoi tu penses comme ça? Je lui dis, parce que on a les anciens chefs d'État que tout le monde connaît. Alassane Ouattara, Gbagbo, Bédié qui sont là. Dans 10 ans, ils seront plus capables ils vont arrêter. Ils ne pourront plus gérer, en fait. Ils vont se fatiguer, ils ne pourront plus gérer. Donc, il faut préparer maintenant des jeunes comme toi. Et moi, je suis prêt à te coacher pour que demain, tu sois prêt, en tout cas, à aller au pouvoir. Ça a commencé comme ça. J'ai commencé à le coacher. J'ai commencé à le conseiller en stratégie de communication. C'est moi qui le filmais. On était beaucoup dans l'actualité ivoirienne pour que moi, je lisais beaucoup les journaux. Je suivais beaucoup l'actualité ivoirienne pour donner des stratégies, pour donner pour dénoncer, pour pouvoir projeter les gens à ce qui allait arriver. On était un peu des prévoyants. On leur disait, mais vous savez quoi, dans quelques temps, un tel et un tel, ils vont s'embrouiller, ça va créer un litige diplomatique. Et ça arrivait.
Et au fur et à mesure, ben, les gens ils nous suivaient. Parce qu'on était Mhm. on arrivait à projeter la vie politique, géopolitique de notre pays. Et ça fonctionnait. Il a commencé à buzzer, il a commencé à prendre du poids, du charisme. Euh, il a commencé à se positionner comme leader important. Et, et ça m'a juste inspiré, ça m'a juste parlé. Je me sentais bien, je me sentais à ma place en tant que conseiller, coach. Et puis, bon, il est monté, donc il a commencé à prendre du poids. Mais quand on prend du poids, on se fait interpeller par les politiques. Bien sûr. On se fait interpeller parce que on veut soit faire taire, ou bien on trouve que la personne a du charisme et qu'effectivement elle peut être un danger, donc on veut la Mhm. récupérer. Et moi je veux dire non, nous on n'est ni l'un ni l'autre, Mhm. ni Gbagbo, ni Ouattara, ni qui que ce soit. On doit se tracer notre nouveau chemin en fait. En tant que jeune, Yes. on ne doit pas se faire récupérer, on doit tracer une nouvelle vision politique pour notre Mhm. pays et on doit vraiment rester dessus. On ne va nulle part. Et après, ce qui s'est passé, mais celui que j'accompagnais a préféré en tout cas choisir un camp et, s'y réfléchir. Enfin, et voilà. Moi, j'ai juste pas adhéré, donc on a dû se séparer tout simplement. Mhm. Et notre séparation m'a peiné parce qu'on avait fait un grand travail, on avait fait Mhm. gros travail comment dire, de revendication, de vision pour notre pays. Et je me suis retrouvé seul en fait. Je me suis dit, attends, le projet il est ambitieux, il me parle. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me parle. Moi, ça me parle, ça. Ça me parle d'aller vers les jeunes pour les pousser à s'engager en politique. Ça me parle d'aller chercher ma génération pour la pousser à s'engager en politique, mais avec une nouvelle vision des choses. Loin Yes. de ce qui s'est passé, loin de l'aspect colonial, loin Mhm. des idéologies coloniales, loin de l'aspect même politique, même colonial, parce que tout ce qui est je le dis, hein, tout ce qui est parti politique aujourd'hui en Afrique sont des tendances calquées sur une vision occidentale. Yes. Moi, je suis fils de villageois, fils de chef de village. Mes parents ne sont pas du Parti socialiste ou bien du Parti républicain ou à l'époque du RPR au Mhm. village. Ils sont juste Mhm. chefs de village coutumiers et ils font la politique, ils gèrent le village, c'est la politique, dans le paradigme à travers les coutumes. Et moi, ça me parlait. Et je me suis dit, mais est-ce que je m'arrête là, en fait? Est-ce que j'ai Mhm. coaché quelqu'un qui est parti? Est-ce que je m'arrête là? Mhm. J'ai pas de diplôme de Sciences Po, j'ai pas fait des grandes études, j'ai un BEP sanitaire et social, je suis de métier cariste. J'ai réussi à coacher un politicien qui a buzzé, qui s'est fait un petit peu draguer euh, par un parti politique. Je me suis dit, ouais, quand même, il y a un truc, on a un truc, il faut le prendre. Il y a un Mhm. truc qui est bon, qui est fort, que j'ai en moi, il faut l'exploiter. Il faut continuer. Il ne faut pas Mhm. s'arrêter. Qu'est-ce que c'est? Je me dis, mais qu'est-ce que j'ai en fait? Qu'est-ce qui fait que je me suis retrouvé là? Qu'est-ce qui fait que ça a fonctionné avec la personne que j'ai accompagnée? Qu'est-ce qui fait que ça a fonctionné? Eh bien, c'est mon départ de la Côte d'Ivoire, l'amour pour mon pays. Et peut-être aussi le foot, parce que le foot aussi, ça te canalise, on te forme, Mhm. on te coach en fait, on coacher en fait, Mhm. pour bien Mhm. jouer, pour un objectif à atteindre, gagner des matchs, et puis se hisser au sommet des championnats au fur et à mesure. Mhm. Donc je me suis dit, bon, ouais, là je suis en mode football, là en fait. C'est moi qui coach en fait, je Ouais. suis un coach, j'arrive à coacher les gens, ça me plaît, c'est partie de mon parcours. Et en plus, ben, je fais la promotion des gens. Donc les concerts, ça revient les concerts, les artistes. Bien sûr. Ah, ça me plaît ça. Ça me plaît Mhm. ça. Ça me plaît d'amener les gens là où ils doivent arriver en fait. Mais avec Yes. une vision qui est en accord avec moi-même. Mhm. Ok. Donc je me suis dit, bon, ok, C'était à l'époque, c'était les cyberactivistes qui faisaient beaucoup de bruit en fait. Mhm. Il faut noter qu'on était les premiers cyberactivistes, il faut noter. Hein. Il y a les vidéos, vous pouvez aller voir, les gens pourront aller voir les vidéos de ce que je faisais je dis son nom, comme ça sera, vous pourrez aller chercher sur YouTube, pour pas qu'on me dise, ouais, mais il y a un menteur, t'as pas dit le nom de la personne. Donc, c'est 7 Guédé Coco, 7 Guédé Coco que j'ai coaché à l'époque, vous tapez sur YouTube, c'est son nom, et vous allez vous référer aux vidéos qu'on a fait. Voilà, donc ça, c'est juste une information. Et, je me suis dit, bon, il est parti, je m'arrête pas là, je vais chercher des leaders.
je dois créer un système pour attirer les leaders politiques, les nouveaux, les jeunes, ceux qui sont dans mon optique, ceux qui ont envie d'apporter une nouvelle vision à la politique africaine. Donc, je vais créer un système où je vais pouvoir tous les voir et peut-être détecter un parmi eux que je pourrais coacher de manière, un privilège de repérer quelqu'un dans la foule et de le coacher. Parce que j'ai envie de le faire. Et je me dis, mais comment est-ce que je pourrais rassembler toutes ces personnes? Comment est-ce que je peux faire? Et je réfléchis. Je dis, bon, d'accord. Une télé. Je montais une télé comme toi, Fatima. Je montais une télévision avec plateau. Donc, je monte une association qui s'appelle Art des Terres. Donc, les artistes déterminés. Donc, pour moi, un politicien, c'est un artiste. donc, je monte une chaîne de télévision à Nanterre. Je prends une salle dans la ville et je mets en plateau, caméra, je fais appel à et on lance des émissions qu'on appelle Def News, donc Nouvelle Défense, que j'ai lancée, donc Def News TV. Et là, j'invite des artistes, des musiciens, un peu de partout, des personnes qui ont de la force, enfin une valeur à partager, une compétence. Et je invite des jeunes cyberactivistes politiques. Je les invite à débattre. Donc, ils font des débats. On fait des débats ivoiriens sur la politique ivoirienne. Et ça fonctionne bien, ça marche plus ou moins bien. Donc, je décide d'aller au-delà même de la vidéo. Je leur dis, il faut que je rassemble tous les cyberactivistes ivoiriens pour créer une coalition, pour apporter du coaching, pour apporter de la structuration. Parce qu'à l'époque, je trouvais que chacun allumait sa caméra et clashait. Oui, le chef, oui, ça. Je leur dis non, il faut que j'aille vers eux pour qu'ils puissent justement mettre leur courage. Parce qu'allumer une caméra et revendiquer contre un gouvernement et autres, c'est du courage. Donc pour moi, ils sont courageux, ils ont un truc qui est fort. Je me suis dit, il faut que j'aille les voir pour créer une coalition avec eux, pour travailler avec eux, pour justement qu'on soit cette nouvelle génération de politiciens qui peuvent apporter des solutions, qui peuvent apporter une structuration, qui peuvent apporter une nouvelle vision à notre génération qui arrive et qui peuvent représenter aussi les remplaçants, ceux qui peuvent renforcer un pouvoir, c'est vrai, ou bien totalement créer un nouveau système qui peut faire peut-être disparaître ou bien donner la force aux autres pour qu'on puisse tous travailler en cohésion. Et malheureusement, je n'ai pas réussi. Il y avait trop d'ego dans les cyberactivistes, il y avait trop d'ego. Je n'ai pas réussi à créer en tout cas ce groupe. Et ça m'a frustré. Je me dis, oh là là, comment je peux faire? Comment je peux continuer encore à... Comment je peux rester en contact avec notre génération politisée? Comment est-ce que je peux rester en contact avec eux? Comment est-ce que je peux les aider en fait? Et là, à réfléchir, EPA, c'est là. EPA est arrivé dans ma tête comme ça. Une inspiration, c'est il faut que notre génération actuellement politisée soit formée à la politique. Yes. Il ne faut pas qu'ils se lèvent comme ça subitement et qu'ils aillent, même si c'est bien, qu'ils aillent revendiquer comme ça parce qu'ils sont dans l'émotion, ils ont envie de changer les choses, mais il faut leur donner un apprentissage. Il faut leur donner une formation politique. Exactement ça. Alors, je me suis dit, mais EPA, est-ce qu'il y a une école de sciences politiques africaines qui existe? Allô Google, au clavier, donc je tape le nom, donc école politique. Et je vois que ça n'existe nulle part. Je dis, non, c'est pas vrai, la Google, il me blague, là, c'est pas possible. Quelqu'un a dû créer une école de sciences politiques africaines, quand même. On a eu Sankara qui a revendiqué l'indépendance africaine, Lumumba, on a eu des grands combattants, Quelqu'un n'a pas créé une école de sciences politiques africaines dans ce sens-là? Non, quand même. Bon, je suis resté là à ne pas y croire, en fait. Pendant 10 minutes, j'étais en train de regarder, non, c'est pas possible. Et je suis allé chercher encore. J'ai trouvé des formations politiques, mais dédiées en tout cas aux partis politiques. Les partis politiques formés, donc les partis politiques africains forment leurs militants à des formations politiques. Je me suis dit, mais non, c'est pas possible. En fait. Et j'ai commencé à frissonner, en fait. J'ai eu des frissons. Je me dit, ah ouais, la première école politique africaine, non. Ouais, il faut y aller. Il faut la créer. Il faut créer cette école qui va former notre génération, qui va préparer notre génération, en tout cas la nôtre et celle qui vient après, à la connaissance de la politique. Mais pas comme des grandes écoles
Sciences Po, Sorbonne et autres, Bien sûr. parce qu'eux, ils forment dans leur paradigme à eux, le paradigme occidental. Ce qui n'est pas mauvais. Ils font ce qu'ils ont à faire, ils ont bien raison. Mais nous devons former nous-mêmes dans un paradigme qui est le nôtre. En fait. Et le nôtre, quand on va au village, au fond des villages, quand on voit les chefs de village, je ne dis pas les corrompus, hein, ceux qui sont toujours dans la tradition, quand on les voit gérer leur village, ben, ils le gèrent selon leurs coutumes, leurs traditions et tout ce qu'on leur a donné, tout ce qu'on leur a légué comme art de gestion du village, c'est avec ça qu'ils vont gérer. D'accord. Et C'est je me suis intéressant dit, ce bon, que tu racontes. C'est très voilà, intéressant. donc je m'arrête juste là, Fatima. Tu vas pas t'arrêter, tu vas continuer. Mais ce que je Ah ouais, comprends, d'accord. ce que je comprends de ce que tu expliques de EPA, c'est vraiment l'histoire de ce jeune garçon qui a été retiré de sa terre natale et à qui on demande indirectement d'oublier ses racines et de vraiment se fondre dans la masse, quitte à perdre son accent, quitte à tout perdre. Et Exactement. de ce jeune garçon, on voit une frustration de se dire, mais attends, j'ai une culture, je suis attaché à ce que je suis, et on me demande de tout arrêter parce qu'on me fait comprendre qu'en fait, la culture de l'autre, ça veut dire l'Europe, la culture européenne, la culture américaine est beaucoup mieux que la mienne. On n'y donne aucune valeur. Tu vois? C'est exactement Je ressens ça et je le comprends tellement parce que c'est vrai, on a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui sont africains, qui quittent l'Afrique pour venir en Europe ou aux États-Unis et malheureusement qui perdent la vie sur le chemin. Parce qu'on leur a fait on leur a fait croire que de toute manière, vous serez mieux ailleurs. Et toi, en fait, tu t'es dit de toute cette enfance-là, de toute cette douleur-là, parce que c'est une douleur quelque part. Tu te dis, mais non, enfin, l'Afrique a quelque chose à offrir. C'est pas l'Afrique qu'on voit aujourd'hui qui est rattachée au colonialisme et compagnie. C'est pas celle que toi tu connais, c'est pas celle que toi tu veux. Et c'est intéressant ce que tu dis parce que tout ton parcours vraiment parle de PA où tu as fait du foot, mais tu as été formé par des CRS. C'est quand même énorme. J'ai jamais entendu ça. C'est vraiment la première fois. Et il y a eu la crise en Côte d'Ivoire et quelqu'un s'est approché de toi en lui disant non, mais franchement, aide-moi, tu peux coacher et tout. Et on le ressent, tu es quelqu'un qui a besoin de sortir le meilleur de chaque personne qui se trouvera à côté de toi. Et aujourd'hui, EPA, en fait, pour résumer, c'est former des jeunes leaders, pas les leaders qu'on voit aujourd'hui, qui sont très politisés, mais politisés dans le colonialisme et on est rattaché à tout ce que l'Europe, sans citer le pays, sans citer un pays, nous demande de faire. Mais là, aujourd'hui, tu veux créer aujourd'hui une nouvelle Afrique avec des leaders conscients et surtout attachés à leur culture, à leur histoire. Et aujourd'hui, EPA, c'est ce qui se passe. C'est que on va revenir plus tard sur les cours qui seront donnés à EPA, mais aujourd'hui, EPA, c'est son objectif. C'est le but d'EPA. Former des leaders, pas sur la politique qu'on voit aujourd'hui, mais sur une nouvelle politique qui est basée sur notre histoire. La vraie, pas celle qu'on trouve dans les livres ou celle que voilà. C'est vraiment la vraie histoire. En tout cas, je pense que le message est bien passé. Vous qui nous suivez, n'hésitez pas à poser des questions à Gédéon. On va continuer. En tout cas, c'est hyper intéressant ce que tu racontes. Mais avant qu'on aille plus loin dans tout ce qui est court, j'aimerais savoir une chose. Le logo EPA, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il veut dire? Yes. Alors, le logo EPA, bah, il veut tout simplement dire École politique africaine, donc c'est 3 mots, donc EPA. Ces 3 mots, dans le cercle que vous voyez derrière, pour moi, le cercle représente les actions infinies d'une personne. Les actions infinies. Les étoiles qui sont dedans symbolisent en tout cas que chacun a son étoile. Chacun est destiné à quelque chose pour poser des actions qui peuvent être infinies, en fait, qu'ils soient négatifs ou positifs. Ils sont infinis, ils vont tourner, en fait. Et ils vont marquer. Et je m'arrête souvent à Thomas Sankara ou à Malcolm X, en tout cas, toutes les personnalités, en tout cas politiques, qui nous ont marqués, sont des gens qui ont posé des actes qui sont infinis. Leur nom est gravé dans notre tête parce qu'ils ont sacrifié en fait leur personne en posant un acte infini. Ce sont des étoiles en fait. Ce sont des gens qui ont identifié leur étoile et qui sont accrochés à leur étoile
et qui ont posé des actes forts de manière infinie. Mais au-delà de ça, EPA, les 3 mots, sont pour moi symboliques. Donc, EPA, ça peut être enseigner pour accomplir. Donc, on enseigne quelque chose à quelqu'un pour qu'il puisse accomplir un acte infini. 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 Et ça me rappelle aussi. Ah, ça a coupé, je me vois bugger, c'est pour ça. Il y a un écho, on me dit qu'il y a un écho, alors essaie juste de te reconnecter. D'accord. C'est dommage qu'il manque ce que tu dis, c'est super intéressant. Est-ce que je sors et je reviens? Comment est-ce que je fais? Essaie de te reconnecter. D'accord, ok. Que tout le monde puisse vraiment suivre ce que j'ai Gédéon à dire parce que c'est hyper intéressant. Alors, je veux rebondir sur un commentaire. La personne dit belle initiative si elle pourra voir le jour. Aujourd'hui, EPA existe vraiment. Ok. Alors, essaie de reparler, je vais voir si on va me dire qu'il y a un écho. C'est bon, est-ce que c'est bon? Alors, est-ce que c'est bon? Est-ce que vous avez encore l'écho? Est-ce que vous entendez l'écho ou pas? Non? J'ai pas de réaction, donc vas-y. Je veux juste terminer sur ce que j'étais en train de dire, parce que quelqu'un a marqué belle initiative si elle pourra voir le jour, elle pourra voir le jour. Ouh, désolée. Et en fait, EPA existe déjà. EPA existe déjà, ça s'appelle École politique africaine, mais on ne parle pas de la politique actuelle, on parle d'une reconstruction. Donc, on dit non, c'est bon. Ok. Donc, c'est bon pour l'écho. Merci. En tout cas, EPA existe vraiment. C'est une école. Il y a le site internet, il y a la journée porte ouverte le 19 juin. Donc, pour ceux qui sont en France, n'hésitez pas à vous rendre sur les lieux. Mais voilà, on ne parle pas de la politique actuelle, la politique qui est en train de tuer l'Afrique. On parle d'une nouvelle politique sur des bases réelles, concrètes. J'ai dit on continue et puis on verra après les cours. Donc, alors Franck Fanon disait que chaque génération doit identifier, je crois, son potentiel, d'accord? En tout cas, si je ne me trompe pas. Et comment dire, l'accomplir ou le trahir, en fait. Chaque génération doit identifier sa force et avec celle-là, accomplir un acte important ou trahir, en tout cas, sa force. J'ai oublié un peu comment dire, son texte, mais EPA, c'est un petit peu ça aussi. C'est un petit peu ça. Tout à l'heure, je parlais des étoiles, je parlais de poser un acte fort de manière infinie. Je parlais des 3 mots, enseigner pour accomplir. Moi, je m'arrête tout simplement sur 3 mots que je porte depuis longtemps. C'est le mot le don. Sur le site internet de l'école, c'est indiqué. Donc, le don. Le don est une chose à laquelle je suis très attaché. Donc, tout à l'heure, on parlait de talent à l'époque. Tout à l'heure, je faisais la promotion des talents, où j'ai été détecté par rapport à un don de footballeur, donc un talent de footballeur. Donc, celui qui me regarde jouer, quand j'arrive sur le terrain, il repère quelque chose qui est fort en moi. Il a identifié une force. Et cette force l'amène à me dire, toi, mets-toi sur le côté, on te garde. On va développer ta force et on va en faire de la puissance. On va gagner avec toi. Si on développe ta force, on va gagner avec toi. Ok, puis on a gagné plein de matchs. et quand on invite cette Djeko, on n'aime pas, ou bien s'entraide, ce sont des gens qui ont utilisé leurs compétences d'écriture, ils ont affiné leur style leur façon de chanter, ils ont eu l'oreille musicale et ils sont montés. Parce qu'ils ont persévéré dans leur volonté à vouloir réussir dans la musique. Donc je me dis, bon, ok, donc le don, la mission et le soi sont 3 mots auxquels je suis attaché. Je me dis que chaque personne est dotée d'un talent, d'un don particulier, et ce don doit être identifié, formé jusqu'à ce que la personne puisse se révéler, en fait. Mais avant qu'elle se révèle, il faut qu'elle mette son don au service d'une mission. Franck Fanon, mettez-vous au service d'une mission, mettez votre compétence au service d'une mission, et cette mission accomplie avec votre don fera de vous le soi qui vous êtes. Aujourd'hui, tout le monde sait qui est Malcolm X, Thomas Sankara, parce que ces gens ont mis leur courage, ont mis une compétence particulière au service des gens, d'une mission politique, d'une mission de conscientisation. Et leur mort dans cette mission dans laquelle ils n'ont pas voulu abdiquer, d'accord, souligne leur soi. Nous savons qui ils sont aujourd'hui à cause de ça.
c'est leur soi. Ok. Voilà, donc je suis fortement attaché à ces mots. Comment? Non, vas-y, continue, je rebondirai. Donc je disais que l'école, elle aspire tout simplement à son message. Qu'est-ce que c'est son message? C'est que on ne peut pas tout le temps, premièrement, être consommateur du paradigme des autres, d'accord? Parce que parfois le paradigme des autres ne prend pas en compte cela, ne prend pas en compte le don, le soi et la mission. Parce que le paradigme parfois des autres étouffe, stratégiquement parlant, si on veut parler politique, étouffe le don de l'humain, d'accord? Étouffe on peut étouffer votre compétence innée, votre don, pour vous faire une mission qui n'est pas la vôtre et pour devenir quelqu'un que vous n'êtes pas à la fin de votre vie. Vous arrivez à la maison de retraite ou bien vieux, mais j'ai travaillé en CDI pendant plus de 50 ans ou 40 ans. J'ai une retraite de 500 €. Mais pourquoi j'ai passé toute ma vie à faire ce travail? Alors que je me sentais être destiné à être un excellent charpentier. Quand j'étais jeune, je manipulais le bois. Et malgré cela, mes parents n'ont pas écouté. Mes parents ont dit non, il faut que tu ailles en Europe, il faut que tu aies des gros diplômes. Mais j'aimais le bois. Mais non, il faut que tu sois juste ingénieur, ou bien tu sois juste médecin, ou bien aide-soignant. Ça, c'est très, très bien, ça. Et pendant toute sa vie, Jacques a fait aide-soignant au lieu de devenir un excellent ébéniste. Ce qu'il voulait. Et quand il a 90 ans ou 80 ans, il regrette, mais en fait, pourquoi j'ai pas travaillé le bois? Pourquoi? Parce qu'on a étouffé ce bois. On l'a étouffé. Ouais. Et il se dit, ah non, en fait, je me suis fait avoir. Donc, c'est pour dire que pour revenir au paradigme, oui, il faut aller dans son propre paradigme. Il faut aller se chercher soi-même pour pouvoir, en tout cas, s'identifier, se développer et se mettre au service des gens et devenir la personne qu'on doit être tout simplement. Je me dis que pour revenir à l'EPA, on ne pourra jamais changer ce qui se passe en Afrique, politiquement parlant, tant qu'on ne sera pas dans notre paradigme, en fait. C'est ça. Dans notre paradigme à nous-mêmes. On ne pourra pas changer les choses tant qu'on n'aura pas identifié la compétence de chaque personne et mis chaque personne à sa place pour qu'elle puisse accomplir sa mission et devenir ce qu'elle doit devenir en toute aisance, sans contrainte. Ce que chaque personne fera sera la chose qui lui est réellement prédestinée à faire. On ne l'a pas travesti, on ne l'a pas étouffé. Je veux rebondir sur quelque chose. Si tu me permets, je veux rebondir sur quelque chose. Aujourd'hui, EPA ne forme pas des politiciens, bien qu'elle s'appelle École politique africaine. EPA forme en premier lieu des Africains conscients de qui ils sont. C'est ça, en fait. C'est vraiment former des Africains. Enfin, c'est réveiller des Africains. C'est même pas les former. C'est réveiller des Africains, leur permettre de prendre conscience de qui ils sont, de leur qualité. Ne pas leur faire croire qu'en effet, l'Afrique, il n'y a rien. Alors qu'on dit qu'en Afrique, il n'y a rien, mais ces mêmes personnes qui disent qu'en Afrique, il n'y a rien, ces mêmes personnes sont en train de piller l'Afrique. Donc, eux peut être en train de... Juste pour rebondir sur ce que tu es en train de dire, c'est-à-dire que stratégiquement, moi, je suis un colon, d'accord, un colon de l'époque. Et je le dis devant tout le monde, je ne leur reproche rien. Rien. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui sont partis conquérir, en fait. Ils sont partis jouer le match de foot. Bien sûr. Ils sont partis jouer le match de foot. Parce qu'il fallait qu'ils ramènent la coupe à la maison. À la maison, il n'y a rien à manger. Il faut ramener la coupe. Ils ont utilisé toutes les stratégies sur le terrain qu'il fallait pour gagner. Quitte à tacler, tirer le maillot, corrompre l'arbitre, faire des choses qui vont déstabiliser le mental de l'équipe pour gagner. Ils ont joué au jeu. Ils ont joué à un jeu très dangereux. Le jeu, il fallait qu'ils jouent comme ça, agressivement. Ils ont été agressifs pour gagner. D'accord? Alors, quand ils ont pris nos parents à l'époque, qui étaient rois, avec des coupes de rois, nos reines, qu'est-ce qu'il fallait faire? Mais il faut les raser, il faut les chicoter, il faut les ligoter, pour leur retirer leur soi, pour leur retirer leur don. Et quand on te retire ton don, on te retire ton sens de ta vie. Si tu n'as pas de don, tu ne sais pas quoi mettre au service de quoi et pour devenir quoi. Si on coupe les ailes d'un oiseau, qui de ses ailes est libre, indépendant, subvient à ses besoins parce qu'il peut voler. Si on lui coupe ses ailes, l'oiseau devient un rampant. Il n'est plus destiné à voler. Il n'est plus ce qu'il est de nature. Bien sûr. Donc EPS est une école qui cherche à ce que les gens puissent se reconnecter en tout cas à ce qu'ils sont,
Pour devenir un leader, Malcolm X a dû lire fortement en prison pour se reconnecter à son soi, à lui-même. De quoi je suis capable. J'ai lu en prison pendant longtemps. Qu'est-ce que j'ai appris? J'ai l'art de la parole. Quand je parle, quand je maîtrise les mots et j'ai une volonté à changer à vouloir changer ma génération. Je n'ai pas lu pour rien. Je ne me suis pas auto-éduqué en prison pour rien. C'est pour que ma voix, ma parole porte, touche le cœur des miens pour les faire pivoter en fait. Et ça, c'est ma mission en fait. Parler pour conscientiser, jusqu'à en mourir. EPA, c'est ça. Si vous voulez, nous, on cherche les vrais leaders. Comme sur un terrain de foot, on cherche les gens qui ont le don de la gestion, les leaders. Les gens qui sont intègres, les gens qui ont l'âme intègre et qui sont. Parce que quand on repère son don, quand on repère son don réellement et qu'on le met au service d'une mission qui est propre à soi, on n'est pas forcément corruptible. Parce qu'on sait que si on fait autre chose, on trahit sa mission. Et quand on trahit sa mission, on ne peut pas être soi, en fait. C'est vrai. Donc, EPA est une école d'identification des gens qui ont le leadership, qui sont nés pour gérer. Ils sont nés pour gérer. Ils sont nés pour gérer. Ils sont nés pour gérer les autres. Parce qu'ils ont ça. Et ces gens-là, cette chose-là, il faut identifier cela à EPA. Il faut le développer pour que les gens puissent prendre la place et accomplir leur mission. Parce que si on ne fait pas cela, la politique africaine ne changera jamais, en fait. C'est vrai. Jamais elle changera. C'est vrai. Et on va continuer à faire ce qu'on a fait depuis quasiment 70 ans ou 80 ans de l'indépendance. J'ai une question pour toi, Gédéon. Donc, je vais l'afficher. La personne demande si l'école existe vraiment, quelles sont les modalités pour accéder à l'école, surtout pour ceux qui ne sont pas en Europe. Attention, qui ne sont pas en Europe. Oui. Alors, du coup, est-ce qu'il y a des cours en ligne? Comment ça se passe? Ah oui, alors, tu es là, Fatim, d'accord, ok. Alors, l'école existe pour la personne qui doute s'il existe vraiment, il n'arrive pas à y croire. Mais non, il se demande si lui qui n'est pas en Europe, en fait. Il n'est pas en Europe. Non, mais il a quand même dit si elle existe vraiment. Donc, c'est vrai qu'il a un doute elle existe. Il dit non, c'est pas possible. Alors, si l'école existe bien, donc il peut déjà aller sur notre site internet, donc qui est écolepolitiqueafricaine.fr sur internet, et il peut retrouver nos formations qu'effectivement nous faisons en présentiel et en ligne, parce qu'on sait qu'il y a des personnes qui sont très loin à distance, qui ne peuvent pas avoir l'opportunité de se former chez nous, donc présentiel et en ligne. Et voilà, donc il peut déjà aller voir ce que nous faisons sur notre site internet. Okay. Tout simplement. Du coup, donc, je confirme que l'école existe bien. Il y a des cours en présentiel, il y a des cours en ligne. Donc, n'hésitez pas à aller sur le site École Politique Africaine et vous aurez toutes les informations. J'essaierai de mettre le lien demain sur le post. Comme ça, vous pourrez retrouver directement l'accès au site internet. En parlant des cours qui sont en présentiel et à distance, quels sont les cours qu'aujourd'hui EPA dispense? Quelles sont les matières? Je ne vais pas forcément rentrer dans les petits détails, dans les grands détails, on va dire. Dans les petits détails, je vais aller plutôt en large, parce que EPA a été fondé d'abord en 2018, donc pour faire un petit comeback sur la création de l'école. C'est une école qui est sous couvert de la loi 1901. C'est une association à but non lucratif, d'accord. Et elle est destinée, en tout cas, comme tout à l'heure je l'ai dit, à la formation, à la détection, à la formation des futurs leaders politiques africains. Et je dis bien, quand je dis politique, c'est pas effectivement, comme tu l'as dit, Fatim, cette politique où les gens sont cravatés, sont dans un paradigme assez spécial, d'accord. Non, c'est la politique, c'est la gestion de la cité, de votre cité, c'est votre corps, votre esprit et votre âme, d'abord. Quand vous savez vous gérer, vous êtes capable d'aller peut-être apporter une valeur aux autres. Donc, c'est d'abord ça, d'abord. Mais dans un paradigme qui est le vôtre. Pas dans un paradigme russe, chinois, français, italien, non. Un paradigme qui est propre à votre culture. Si vous choisissez d'être encore africain, parce qu'il y en a qui ne veulent plus, il y en a qui veulent juste rester européen ou bien afro-européen, je ne sais plus, non. Je sais plus. Mais en tout cas, si vous avez une conscience africaine, EPA vous forme en tout cas cette gestion de la cité dans une conscience, dans une vision africaine. Et puis, donc créé en 2018, on a lancé d'abord 4 formations qui étaient d'abord dédiées à l'histoire politique africaine, chose hyper importante, l'histoire politique africaine. Donc des cours qui sont donnés jusqu'à maintenant par le professeur
Hamzat Boukari Yabara, donc, qui m'a fortement, en tout cas, épaulé dans la création de cette école, qui est d'ailleurs même le professeur principal de l'école. J'ai ensuite introduit des cours de communication, donc communication, journalisme, prise de parole et autres. Et ensuite, on a aussi mis des cours de psychologie du leader. Donc, on sait très bien que psychologiquement, il faut le dire, des fois, on est un peu affaibli parce qu'on est aspiré par là, par-ci, par-là, par tout le monde, jusqu'à se perdre psychologiquement. Donc, il était important de donner des cours de psychologie pour réveiller le leader qui est en chaque personne. D'accord. Et ensuite, on a aussi proposé la première année des cours de cybersécurité. Donc, des cours de numérique, cybersécurité, essentiels pour comprendre en fait comment le système numérique, qui est totalement politique, fonctionne. Si on ne maîtrise pas le numérique et tout ce qui est cybersécurité, mais surtout le numérique, on ne comprend pas, on ne peut pas comprendre comment fonctionnent les choses. Donc voilà les 4 cours qu'on a proposés au départ, d'accord. Donc vraiment l'initiation aux sciences politiques africaines avec de la communication, de la psychologie, du numérique et de l'histoire politique africaine. Et là, 2 ans après, donc là on est sur la 3e année, on finit, on a décidé de lancer spécialement des cours spécialisants, des formations spécialisantes. Qu'est-ce que ça veut dire? On a passé 3 ans quasiment à faire des formations d'initiation aux sciences politiques africaines. Donc, amener à comprendre en tout cas ce nouveau paradigme d'abord. Et on a estimé que c'est bien de comprendre, de s'adapter, de pouvoir muter, de comprendre que l'Africain peut former à la politique dans son paradigme. D'accord. Il y a Cheikh Anta Diop qui parle de l'histoire africaine dans le paradigme africain et s'est fait valider en tout cas en tant que chercheur. Voilà. Donc, je me suis dit, mais en fait, apprendre seulement ne suffit pas. Comprendre ne suffit pas. Quand on apprend et qu'on comprend, il faut accomplir, il faut agir. J'ai estimé que parfois, on agissait très peu. On est souvent dans les livres, dans les conférences, ça jacte, ça comprend, on se redécouvre, c'est vrai, mais en fait, on n'agit pas. En fait. Donc, on s'est dit, il faut cette année, en 3e année, il faut qu'on mette en place des formations qui vont amener les gens à se spécialiser pour agir, en fait. Amener les gens à agir, à construire, à s'engager réellement. Donc, les 10 formations sont des formations, je dis un peu dans le désordre, une formation de diplomatie dédiée aux diplomates. Donc, ceux qui sont déjà dans la diplomatie ou bien qui veulent rentrer dans la diplomatie peuvent avoir l'opportunité de se former à l'école, aussi, en tout cas, à la diplomatie africaine et internationale. D'accord. Ça, c'est une première formation. On forme également, au journalisme, aux médias, donc maîtriser le digital, maîtriser le digital à travers le média, le journalisme. C'est hyper important aujourd'hui, on a l'ère du digital. Il faut comprendre, l'information, il faut savoir aussi, informer à travers le média, donc on forme aussi sur des journalistes dans le digital. On a aussi une formation dédiée aux cyberactivistes. Tout à l'heure, j'en parlais. Donc, c'est une formation inédite. Comment arriver à revendiquer ses idées, d'accord, à travers le média. Comment arriver à faire sa campagne, sa propre campagne, qu'on soit entrepreneur, qu'on soit politicien, ou bien qu'on soit président d'une association. Comment on arrive à promouvoir son activité à travers le média numérique, à travers le numérique. Le digital. Ça, oui, qui est très important aujourd'hui. Mais c'est une formation c'est une formation qui est vraiment dédiée effectivement aux leaders qui ont des projets de se faire connaître, des projets pour convaincre les autres, ou bien des projets, par exemple, si on veut devenir maire, député, on veut s'engager en campagne, on va vous former en tout cas à maîtriser le digital et à utiliser le digital pour pouvoir vous promouvoir, comme l'a pu le faire Obama, on l'aime ou on l'aime pas, qui a fait sa promotion, sa campagne politique quand il est rentré en politique et qui a gagné cette campagne à cause du digital, Facebook et autres. On forme à cela. On a une formation, je ne vais pas tous les énumérer, mais on a une formation de sciences politiques africaines, d'accord, mais qui n'est pas forcément une formation spécialisante. Elle reste toujours une formation d'initiation. Celle-là, par contre, elle est en tout cas donnée par le professeur Hamzat Boukari Yabara et le professeur José Donas Pintos pour la rentrée. Donc, une formation qui va amener à comprendre donc, toujours l'histoire politique africaine et également l'histoire tout court africaine,
d'accord, dans laquelle on a introduit des cours de droit foncier, donc africain, donc maîtriser les terres, comment est-ce qu'on peut remaîtriser nos terres, quelles sont les réglementations liées aux terres, qu'est-ce qui fait qu'on perd une terre ou on gagne une terre. Voilà, donc ça, c'est vraiment la formation initiale que nous proposons en dehors des formations spécialisantes que vous pouvez retrouver sur le site internet de l'école. Donc, l'école politique africaine.fr sur internet. Okay. Donc, je vais donner quelques-uns. Je vous laisse après aller découvrir les autres sur internet. Voilà. C'est ça. Il y a déjà un large panel de matières qui seront dispensées à l'école. Après, comme je le disais tout à l'heure, il y a la journée porte ouverte le 19 juin. Donc, n'hésitez pas à aller. Je pense qu'il y aura les professeurs. Vous pourrez sûrement les rencontrer Gédéon, parce que l'histoire de EPA, c'est son histoire, mais c'est aussi l'histoire de beaucoup d'Africains qui quittent leur terre, qui quittent l'Afrique en se disant que l'Eldorado, c'est ailleurs. Et on les tue. Comme il disait Gédéon, on leur retire leurs dons. Donc, on les tue pas physiquement, mais j'ai envie de dire spirituellement, il y a quelque chose qui se passe. Parce qu'on leur retire leurs dons, on leur retire leurs qualités. Quand ils arrivent ici, ils n'ont même pas conscience qu'en fait, ils ont tout perdu. Je ne parle pas du côté matériel, je parle de la perte spirituelle, de la connaissance et surtout de qui ils sont. C'est vrai que c'est malheureux, mais quand on en retrouve ici beaucoup, ils sont plus dans la drogue, dans l'alcool, dans beaucoup de choses bizarres, alors qu'au pays, s'ils étaient restés au pays, ils auraient pu faire de grandes choses. Donc voilà, école politique africaine, c'est surtout et pour tout réveiller des Africains endormis, faire prendre conscience à ces Africains de qui ils sont, de leurs capacités, de leurs qualités, et ensuite former des leaders à une politique, je répète, à une politique qui n'est pas la politique d'aujourd'hui, mais une nouvelle politique qui est basée sur la vraie culture africaine et comment l'Afrique peut se relever et se construire. Donc, on ne parle pas de nos présidents actuels. Comme tu disais si bien tout à l'heure, dans 10 ans, on ne parlera plus d'eux. Mais dans 10 ans, on doit parler de cette génération de leaders que EPA forme et qui est amenée à élever l'Afrique. Donc, voilà. Je répète, le 19 juin, journée porte ouverte. Gédéon, merci beaucoup. Je pense que ce soir, ça a ouvert les yeux un petit peu à tout le monde, parce que c'est vrai que EPA, bon, ça passe ici, ça passe là-bas, on n'est pas trop au courant de qui est derrière, qui fait quoi. Mais aujourd'hui, on comprend que la personne qui est derrière EPA, c'est un Africain qui est attaché à sa culture, un Africain qui refuse... C'est bien que tu dis ça, Patrick, parce qu'il y en a plein qui pensent que l'école politique africaine est gérée par une succursale occidentale derrière, et je suis le représentant. Il y en a qui ont pensé ça quand même un jour. Des fois, je pense même que on est tellement de fois, on va tellement loin, on donne tellement de force aux gens que même quand on conçoit des choses nous-mêmes, les gens n'arrivent pas à croire que c'est nous-mêmes qui les concevons et qu'on a toujours des gens derrière qui nous poussent. Allez, vas-y, Gédéon, monte l'école, on est derrière toi, mais c'est nous, on contrôle la chose. Non. Oui, parce que il n'y a personne qui est dans mon dos. Aujourd'hui, personne exactement ça. Personne n'est dans mon dos, à part toute mon équipe que je remercie, toutes les personnes qui m'aident aujourd'hui jusqu'à tenir cette école, tous les professeurs, le professeur Nicolas Bohou, le professeur Luc Messan, le professeur Françoise Agbeza-Jangou, le professeur Marie-Paul Babli, Eugénie Djeki, José Donas Mentos, Hamzat Boukari Yabara, tous mes respects, en tout cas toutes ces personnes qui depuis quasiment plus de 3 ans et demi portent cette école parce qu'ils croient au projet. Et moi-même, je crois fortement à ce projet. Le rêve le plus profond de moi, le rêve que j'ai pour cette école-là, c'est qu'elle soit une grande institution pour nous aujourd'hui ici en Europe, en commençant par la France. Et peut-être pas, pourquoi pas dans la suite aller plus loin. Ce qui est important pour moi, c'est que demain, on ait un établissement comme les autres. Comme les autres. Il faut dire qu'aujourd'hui, la communauté chinoise, la communauté turque, la communauté israélite, la communauté maghrébine ont des écoles. Bien sûr. Ont des écoles, des grandes écoles. Notre communauté n'a même pas, détrompez-moi si je me trompe, n'a même pas, peut-être même une crèche ici en France qu'un Africain possède, a mis en place une crèche, je parle d'une crèche, mis en place officiellement par un Africain, avec une gestion des enfants dans une culture africaine. On n'a pas ça. On n'a pas de primaire, on n'a pas de collège, on n'a pas d'université. Pour quelle raison en fait?
alors que les autres en ont. Mhm. Je souhaite profondément qu'on ait un établissement qui va permettre de créer un pont entre ceux qui arrivent, quand ils arrivent de chez nous, qui disent, mais est-ce qu'il y a une école créée par notre communauté ici en France? Non, il n'y en a pas. Mais si, il y en a une, c'est EPA. Tu veux aller où? À Sciences Po, à Sorbonne? Si tu veux, pas de problème. Mais tu as aussi l'opportunité de venir apprendre la politique dans une école qui est en adéquation avec ton paradigme, avec ta culture, sans rien perdre en fait, en réalité. C'est ça. Et ceux qui sont ici, ils diront, mais on veut aller, en fait, est-ce que ça existe une école de sciences politiques africaines? Parce que je suis attaché à l'Afrique. Oui, 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 ça existe, EPA. On n'a pas encore les gros locaux des grandes écoles, mais effectivement, on travaille pour. On travaille pour même se faire reconnaître, peut-être pourquoi pas, dans le pays où nous vivons. Et se faire reconnaître, ben, c'est quelque chose pour dire que, ben, en fait, on peut, comme chez Kota Job l'a fait, on peut, comment dire, de manière intellectuelle, apporter notre compétence, notre connaissance, notre culture euh, aux autres, d'abord à nous-mêmes, mais aussi aux autres, qui comprennent que ben, l'Africain a une vision des choses. Il a sa culture qui, avec ce qui se passe à l'international dans le monde, ben, peut apporter une valeur ajoutée à quelqu'un d'autre. Lisez un conte africain, un breton qui lit un conte africain à son enfant, un breton qui lit un conte africain de Hampateba, d'accord, à son enfant en Bretagne, il lui véhicule le paradigme africain. C'est vrai. Ce n'est pas interdit. Il lui véhicule la culture africaine. Quand vous allez manger chez le Chinois vous véhicule son paradigme et vous l'achetez. Pourquoi est-ce que nous, on ne pourrait pas véhiculer notre paradigme aux autres? C'est vrai. Le vendre et le consommer, pourquoi? Pourquoi pas? Donc, voilà, c'est vraiment mon souhait le plus profond, quelque chose où on peut accueillir les autres pour qu'ils puissent nous connaître, mais au-delà de ça, permettre aux nôtres de consommer quelque chose qui est propre à eux et de s'élever avec. Ok. Donc, je vais mettre le commentaire qui vient d'arriver qui dit beau projet. Voilà, très chers Africains, très chères Africaines, EPA a été fait pour nous, pour qu'on puisse demain former, créer une nouvelle Afrique basée sur de vraies bases, une réalité qui est aujourd'hui existante, visible et qui a besoin de changer. Pour revenir à ce que tu disais rapidement, on te disait que non, c'est peut-être des Occidentaux qui t'ont mis à la tête d'eux pour que ça attire des Africains. Malheureusement, on ne peut pas en vouloir à ces personnes-là parce que malheureusement, certains de nos présidents en Afrique, je ne vais pas citer les noms des présidents, on n'est pas là pour ça, c'est ce qui se passe. Ils ont été placés par des Occidentaux. Donc, on peut donner à ces gens-là le crédit de douter de la véracité de ta présence et d'où le fait d'avoir fait le live ce soir pour justement rappeler que c'est vraiment un Africain qui est parti de sa propre histoire en se disant on me demande moi d'oublier ma culture, d'oublier qui je suis, d'oublier mes dons pour accepter quelque chose qui est soi-disant meilleur mais qui ne l'est pas réellement. Donc voilà, c'est réveiller, conscientiser toute cette populace africaine. Et ce que j'aime, c'est que EPA, contrairement à d'autres mouvements, ils sont pour moi trop violents, je ne vais pas citer les noms ici, trop violents ou vraiment à l'ouest de ce qu'il faut réellement faire. EPA, aujourd'hui, par rapport à toi, ton expérience, c'est vraiment canaliser les acteurs de demain. Il faut les canaliser en leur apprenant de vraies bases et pas se lever avec des oui et un truc raciste ici, un truc raciste là-bas. Je ne dis pas que le racisme n'existe pas, mais c'est pas en faisant des révoltes à 3 balles qu'on va arrêter le racisme. C'est justement en ayant une conscience, en étant plus focalisé, plus conscient de ce qui se passe chez nous et pourquoi ça nous arrive à nous, parce que quelque part, on nous a dénaturés. Gédéon, on arrive à la fin. Est-ce que tu aurais, je répète encore une fois, le 19 juin et journée porte ouverte, est-ce que tu aurais un conseil à donner à ceux qui ont des projets comme toi, qui sont énormes et qui se disent non, j'y arriverai pas? Ok. Alors, s'ils se disent qu'ils n'y arriveront pas, c'est que c'est pas un projet pour eux. Ah. Parce que quand on a un projet, on n'a pas de doute en fait. Quand c'est sa chose profondément, on n'a pas de doute de réussir en fait. Parce qu'on sait que
Et je le dis tout à l'heure, quand on prend conscience de sa force intérieure, encore de son don, qu'on décide de le mettre au service de quelque chose et qu'on veut devenir quelqu'un par rapport à ça, et ben en fait, ce n'est même plus de notre volonté en fait. Ça devient trop spirituel. C'est trop spirituel en fait. On se sent comme un peu envoyé dans quelque chose dont effectivement psychologiquement et intellectuellement on travaille, mais on est amené en tout cas à quelque chose de certain en fait, de certain. Donc on ne doute pas de son projet. On ne doute pas. Moi, je ne doutez pas en tout cas. Si vous doutez de vos projets, si vous doutez d'échouer, si vous pensez à l'échec, c'est que ce n'est pas votre projet réellement. Pensez à notre projet. Okay. Et le prochain projet auquel vous allez penser, si vous n'avez aucun doute d'échouer, ben c'est votre projet vraiment, tout simplement. Il faut vous approprier. Bon, en tout cas, il est cash. Si vous doutez, oubliez, c'est pas pour vous. Ça peut piquer, mais c'est la vérité. On ne doute pas de ce qu'on fait. Au contraire, je vais juste raconter une anecdote. Quand j'ai voulu créer l'école, j'ai parlé à des camarades de ce projet pour qu'ils m'accompagnent. Et beaucoup n'ont pas voulu m'accompagner, en fait, parce qu'ils estimaient que c'était trop politique, en fait. Le mot politique gêne, en fait. Politique, ça gêne. On a l'impression que c'est un mot qui gêne. Alors que les Grecs, dans leur définition politique, ça veut dire juste gérer la cité. C'est juste pas compliqué. En fait. Voilà. Et beaucoup n'ont pas voulu accompagner ce projet, disant que c'était un projet qui pouvait être dangereux, qui pouvait aller à l'encontre d'un système qui est contre nous. J'aurais dit ok, c'est en fait on m'a un peu effrayé, quoi. Tu vas te prendre un coup de fouet dans le dos et en fait tu auras des problèmes. Mais j'aurais dit mais non, j'aurais des problèmes. Ok, s'il y en a, il n'y a pas de problème. Mais c'est un projet que je dois accomplir, avec vous ou sans vous. Il n'y a pas d'échec. Et même s'il y a l'échec, l'échec sera une force pour accéder encore à autre chose. Tout simplement. Mais j'ai pas. Enfin, je veux dire qu'il ne faut pas avoir peur, en fait. Il n'y a pas de doute. Même qu'on veut mettre le doute, il n'y a pas de doute. Il ne faut pas avoir de doute du tout. Parce que si c'est une inspiration profonde, réelle, il ne faut pas douter du tout. Il n'y a pas de doute qui vient. On se sent tout simplement portés. On y va. Les portes s'ouvrent. Oh, ça s'est ouvert. Oh, super. Ok, on continue. On est porté tout simplement. On est porté par une force qu'on ne peut même pas définir, en fait. Tout simplement. Voilà. Top. Devenez insolent. Soyez insolent et laissez-vous porter par vos projets. N'ayez pas peur. C'est écrit. Et si vous deveniez une puissance pour l'Afrique. Ça, c'est beau, ça. Et si vous deveniez une puissance. Vous qui nous avez écoutés ce soir, posez-vous cette question. Et si vous deveniez une puissance pour l'Afrique? J'ai une dernière question par rapport à la journée porte ouverte. Est-ce qu'elle sera diffusée sur Internet pour ceux qui ne sont pas en Europe, justement? Oui. Yes. C'est-à-dire, oui. Je disais, pour la journée porte ouverte, pour ceux qui ne sont pas en Europe et qui sont intéressés, ou que ceux qui ne sont pas en France tout court, parce que voilà, et qui seraient intéressés par cette journée porte ouverte, est-ce qu'elle sera diffusée sur Internet? Oui, c'est possible, on peut le faire. On n'a pas pensé vraiment à ça, on pensait tout simplement la filmer et effectivement rediffuser en tout cas les extraits, en tout cas les plus importants de cette journée. Mais c'est vrai qu'on peut tout filmer en live si on veut, mais personnellement, je préfère pas. En fait. Je préfère qu'on diffuse des images après aux gens. C'est important. D'accord. Voilà. Sinon, effectivement, on aurait pu le filmer en live, mais là, sur le coup, je dirais non. On diffusera en tout cas des images aux gens par rapport à ça. Bon, en tout cas, pour ceux qui nous sont en train de nous rejoindre, on arrive à la fin de l'émission. Mais ne vous inquiétez pas, vous allez pouvoir retrouver le podcast dans moins d'une heure et retrouver le live sur YouTube, donc sur la page Facebook, la page YouTube, waouh, je suis fatiguée, la page YouTube de Faces and Acting. Et vous allez pouvoir retrouver des extraits intéressants demain sur les posts. Vous pouvez aussi vous connecter sur le site internet de EPA et poser vos questions à Gédéon ou au professeur de l'école. Donc voilà, écoutez, moi je vous retrouve vendredi dans Afro Woman Business pour rencontrer une créatrice très spéciale. Et lundi prochain, on sera au Congo, en Belgique, mais au Congo,
pour rencontrer un entrepreneur aussi fabuleux que Gédéon. D'ici là, je vous souhaite une excellente semaine, une bonne soirée. Gédéon, merci beaucoup. Merci à toi pour l'invitation. Tu as répondu à beaucoup de questions et tu as fermé la bouche à un mystère qui était est-ce que c'était vraiment un Africain derrière ou si c'était des Occidentaux. Je te dis à bientôt. Comment? J'ai pas entendu. Je te dis à bientôt. À bientôt, Fatim. Merci à toi, merci aux éditeurs qui ont suivi ce live et à très bientôt. Merci. À bientôt. Bye. Our Father, how excellent is thy name. Greater than all your works, greatly to be praised. These days can be so demanding. I don't wanna lean upon my own misunderstanding. So